Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, juste avant le contrôle continu, va peut-être vous aider car enfin, je vais faire dans cette vidéo un petit récapitulatif du troisième exercice qui était dans la fiche, enfin le document pour le TD numéro 8. Donc c'est cet exercice-là. Et donc dans cet exercice-là, en fait, je vais vous dire en fait mes résultats tout simplement. Et dire peut-être aussi comment j'ai fait. Donc déjà, on va déjà, toute première étape, parce que voilà, les stats c'est vraiment un truc très scolaire, faut vraiment faire étape par étape. Et d'ailleurs, souvent moi j'oublie les hypothèses. Mais déjà, première chose, on fait le plan expérimental. Donc le plan expérimental, on voit déjà dès la consigne 24 sujets. Et ici, ce qu'on voit directement dans le tableau, c'est qu'il y a 6 données par case, par condition, enfin par combinaison de conditions. Donc directement, ce qu'on peut faire, c'est 24 divisé par 4, 6. Donc dès qu'on voit le tableau et le 24 sujets, on peut tout de suite déjà comprendre que ça va être emboîté à deux facteurs. Tout simplement parce que on comprend que chaque sujet va être distribué dans une seule des 4 combinaisons de conditions possibles. Et donc effectivement, après ce qu'on apprend, c'est on prend 12 sujets âgés de 8 ans, 12 autres âgés de 10 ans. Donc c'est sûr que là, on ne peut pas faire passer chaque enfant dans les deux conditions, sauf si c'est longitudinal, mais là ils ne le disent pas. Ils divisent bien en deux catégories, donc la moitié vont dans les 8 ans, la moitié dans les 10 ans, donc là déjà c'est emboîté. Et ensuite ils disent première moitié de sujet où ça correspondra à une addition, une autre moitié où ça correspondra à une multiplication. Donc là encore une fois, ce qu'on comprend, c'est que la condition addition-multiplication, encore une fois, ça va être emboîté. Donc on a donc ici un petit plan expérimental emboîté à deux facteurs. Donc pour l'écrire, on va du coup noter S6 car il y a tout simplement 6 sujets par case entre guillemets. Le A2 fois le B2. Voilà. Donc là, c'est comme ça qu'on note un plan expérimental emboîté à deux facteurs. Donc S6, oui, c'est vraiment pour dire en fait qu'il y a juste 6 sujets par case. Donc là, il y a 6 résultats, 6 sujets. Donc ensuite en A, ce que j'ai fait moi, tout simplement, vous pouvez faire dans l'inverse, mais vous aurez des résultats inversés. Donc le A, c'est tout simplement pour moi, c'est le type de calcul mental. Donc c'est, oui, je vais mettre ça type de calcul mental, où en fait c'est soit l'addition, soit la multiplication. Et le B, c'est simplement l'âge de l'enfant. Et donc ensuite, on passe aux hypothèses, donc la deuxième étape, où en fait on a 6 hypothèses à faire, 2 par... Enfin à chaque fois on a H0, H1, et on a 2 à faire pour la modalité, pas la modalité, pardon, pour le facteur A, 2 pour le facteur B, et 2 pour l'interaction entre les deux facteurs AB. Et donc pour ça, c'est une formulation très simple, et je vais vous l'écrire tout de suite. Hop, me revoilà. Du coup, pour les hypothèses, ce qu'on fait, c'est que pour la H0, on utilise toujours la négation, et pour la H1, on va au contraire poser l'hypothèse d'un effet. Donc H0, il n'y a pas d'effet, donc du type de calcul mental sur les temps de réponse. Donc parce que oui, la VD, il faut bien évidemment connaître la VD pour pouvoir faire les hypothèses. Donc là, la VD, c'est des temps de réponse qui sont mesurés. Donc H1, il y a un effet du type de calcul mental sur le temps de réponse, et on fait pareil pour la modalité, enfin pour le facteur B qui concerne l'âge. Et pour finir, on dit il n'y a pas d'interaction entre le type de calcul et l'âge sur le temps de réponse. Et H1 pour l'interaction, il y a une interaction entre le type de calcul mental et l'âge sur le temps de réponse. Donc suite à ça, on doit faire les premiers calculs primordiaux, en s'aidant bien évidemment du tableau où on a tous les x. Et à partir de ça, on peut calculer déjà les MA1, donc les MA, pardon, enfin les MAB. Donc MAB, je rappelle, c'est tout simplement la moyenne dans chaque case, en fait, tout simplement. Donc MA1, B1, typiquement, là j'ai fait dans le bon ordre, MA1, B1, ça correspond à addition 8 ans. MA1, B2,
addition 10 ans, MA2 B1 multiplication 8 ans et MA2 B2 multiplication 10 ans. Donc suite à ça, ce que je trouve, c'est tout simplement une moyenne à 1,5, une moyenne à 2, hop. Ici, on a une moyenne à 1, et ici à 1,1. Hop, j'aime bien aligner. Après, ça fait perdre un peu de temps, c'est pas grave. Donc là, typiquement, M1, B2, c'est addition 10 ans. Voilà. Donc là, c'est le temps plus court. Donc le temps plus court, le temps de réponse plus court, c'est quand l'enfant a 10 ans et qu'il doit répondre si les deux nombres, si on fait l'addition des deux premiers nombres, si ça correspond au troisième. Voilà. C'était ça dans l'expérience. Donc ensuite, on peut faire les MA1. Donc MA1, en fait, pour faire la moyenne des MA1, on prend chaque MAB où il y a le A1 dedans. Donc typiquement, ici, on prend ces deux-là. Donc ça va vous faire un MA1 à 1,25. On fait pareil pour les deux autres. Donc ça nous fait un MA2 à 1,55. Un MB1 à 1,75. Donc du coup, 1,75, voilà, c'est 2 plus 1,5 qu'on divise par 2, donc ça fait 1,75. Et pour faire le MB2, on est à 1,05. Donc là, ce qu'on comprend, c'est qu'en moyenne, à 10 ans, on va répondre en 1,05 secondes, alors qu'à 8 ans, on va répondre en 1,75 secondes. Et pour le grand thème, on prend soit les MA, soit les MB, et on fait la moyenne des deux. Donc si on prend les MA, 1,25 plus 1,55 divisé par 2, ça va nous faire une moyenne globale de 1,4. Donc suite à ça, on peut faire tout simplement les sommes des carrés. Donc pour la somme des carrés, oui, je sais que cet exercice est un peu complexe parce que oui, les résultats sont avec des virgules, donc on va tomber sur des résultats en fait très faibles avec des 0, quelque chose. Mais en fait, si on divise quelque chose de faible par une valeur encore plus faible, bah, ça va tenir un résultat plutôt élevé, vous verrez dans le calcul des f. Donc pour la somme des carrés de A, du coup, donc voilà, on a les différentes sommes des carrés à calculer. Somme des carrés du facteur A, somme des carrés du facteur B, somme des carrés de l'interaction, l'erreur ou le résidu, comme vous préférez, de l'interaction, et la somme des carrés totale. Donc pour la somme des carrés de A, j'obtiens 0,54. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, j'arrondis. Tous les résultats, je les arrondis à chaque fois à 2 décimales. Tout simplement. À chaque fois, je fais ça. J'espère que ça va pas coûter ma peau pour qu'on continue, mais à chaque fois, je fais ça. Donc, ce qui est en fait un peu facteur d'arrondi, en fait. Et donc, si la prof ne s'intéresse qu'au résultat, et que genre j'ai, je sais pas, 0,2 d'écart parce que j'ai arrondi, bah, j'espère que je vais pas prendre trop cher, quoi. Hop, et du coup, pour la somme des carrés totales, j'obtiens à chaque fois, toujours en arrondissant à 2 décimales, 4,26. Donc en fait, pour vérifier si on a bon, on va faire somme des carrés totales moins les 4 autres. Et moi, on devrait obtenir 0, mais moi j'obtiens moins 0,9, moins 0,09. Donc à mon avis, c'est encore une fois, c'est un petit problème d'arrondi parce que j'arrondis à chaque fois à 2 décimales derrière, à 2 décimales. Donc on est plutôt proche du 0, quoi, quand même. Donc il n'y a pas d'erreur vraiment flagrante. Donc oui, à chaque fois j'obtiens ça. Et d'ailleurs, on a une petite technique, un peu hyper vitesse pour calculer les sommes des carrés, plutôt qu'à chaque fois utiliser sa calculatrice. On peut parfois le faire très rapidement, notamment lorsqu'il y a des écarts, disons, arrondis à l'unité. Donc si on prend par exemple, je sais pas, imaginons qu'on obtient un 18 et qu'on veut le... Par exemple, on a MA à 18 et on a un grand M à 13, on souhaite faire la somme des carrés, enfin on souhaite faire le petit calcul, donc autrement dit 18 moins 13 au carré. Là, ce qu'on voit tout simplement, c'est qu'il y a 5 d'écart. Donc on est d'accord, 18, 13, il y a 5 d'écart. Et donc en fait, le résultat du calcul, ça sera 25. Tout simplement parce que vous prenez l'écart, donc là de 5, et vous le mettez au carré, 25. C'est ça le calcul, mais on peut le faire mentalement très facilement, au lieu de s'embêter à utiliser la calculatrice et de perdre du temps.
Par exemple, si on prend un truc un peu plus difficile, entre guillemets, imaginons qu'on obtienne un MA, euh, un MA à 56 et une moyenne globale à 48. Donc là, c'est le M. Donc on va faire 56 moins 48 au carré. Bah, au lieu de faire la calculatrice, là, vous voyez qu'il y a 8 d'écart. Vous faites 8 au carré, bah, ça fait 64. Et ça va beaucoup plus vite à... Si vraiment on a l'automatisme, ça va beaucoup plus vite que de faire chaque fois chaque calcul. Voilà. Et ça marche même avec des nombres décimaux. Par exemple, vous obtenez un 6,8 en MA et vous avez un M à 4,8. Bah là, pareil, là, ça fera 4 parce qu'il y a 2 d'écart, 2 au carré, ça fait 4. Voilà. Bon, après, bien évidemment, s'il y a des virgules, par exemple 6,8 et 4,3, là, oui, là, il faut utiliser la calculatrice à ce moment-là. Ou s'il y a des écarts très importants, par exemple 56 et 13, là, ça va être un peu compliqué à calculer de tête, mais c'est une petite astuce si jamais vous souhaitez un peu gratter du temps. Parce que à chaque fois, moi, enfin, à chaque fois, les contrôles de stats au niveau temps, c'est un peu juste, quoi. Donc après cette petite technique très brève, on passe du coup DDL. Donc pour le DDL, DDL de A, du facteur A, on fait A-1, sachant que le A représente le nombre de modalités. Donc il n'y a que deux modalités. Donc 2 moins 1, 1. Pour le B, c'est pareil, on arrive à 1. AB, on arrive à 1. Et donc pour le AB, sachant que le S est égal à 6, on fait du coup A fois B fois S moins 1, donc 2 fois 2 fois 4. Ce qui du coup est... Attendez. 2 fois 2 fois 5, pardon, parce que oui, c'est S moins 1, donc ça fait 5. Donc 2 fois 2 fois 5, ce qui fait 20. Et donc pour la somme des cas totales, ABS moins 1, on fait du coup 2 fois 2 fois 4, non, 2 fois 2 fois 6 moins 1, donc ce qui fait 24 moins 1, 23. Et donc là, on peut vite vérifier qu'en fait, on a bon dans les DDL, parce qu'on voit bien que la somme de ces 4 DDL est égale à la somme du DDL total. Donc à partir de là, on peut calculer nos premiers carrés moyens. Donc le carré moyen de A, bah, c'est plutôt simple, vu qu'on divise par 0, 0,54. La somme des carrés de B, bah, plutôt simple aussi, on divise par 0, donc 2,84, on divise par 1, pardon, donc 2,94. La somme des carrés de AB, toujours pareil, on divise par 1, donc 0,24. Et là, par contre, là, vous allez vite comprendre, car on va avoir un chiffre très faible. 0,63 divisé par 20, j'obtiens 0,03. Et moi, encore une fois, là, je l'ai arrondi, parce que le vrai résultat, c'est 0,0315. Donc si j'arrondis, ça fait 0,03. Et donc là, vous allez vite comprendre que oui, quand on divise un nombre faible par un nombre extrêmement faible, on obtient un gros résultat. Et donc on obtient un f de a en faisant du coup le carré moyen du facteur a divisé par le carré moyen de l'erreur, égal à 18. Donc là, logiquement, vu que là, le numérateur va être plus grand, bah, le résultat va être du coup plus important aussi. Donc là, on obtient 98. Et là, pour le f de l'interaction, on obtient 8. Et donc, bah, je vous l'ai dit en avance, en utilisant la table de Fisher, le seuil des significativité pour alpha égale 0,05, pour un f à 1,20, donc parce que oui, 20 c'est... Enfin, on divisait par l'erreur, donc qui avait un DDL de 20, et le numérateur correspondait au CMA B ou AB qui étaient tous les trois égaux à 1. Donc là, il est du coup égal à 4,35, donc le seuil des significativité pardon, est égal à 4,35, et pour un alpha à 0,01 est égal à 8,10. Donc là, ce qu'on remarque, avant de passer à l'interprétation et la conclusion, déjà, ce qu'on remarque là, c'est que les trois dépassent en 0,05 et qu'il n'y a que l'interaction qui ne dépasse pas le 0,01, mais par contre déjà il dépasse le alpha à 0,05. Donc je fais juste une petite pause pour noter l'interprétation.
Donc pour les interprétations, à chaque fois, on utilise le H0, on dit qu'on le rejette ou qu'on le tolère. Et donc là, à chaque fois, on dépasse le seuil de significativité fixé à 4,35. Donc à chaque fois, on va rejeter H0. Là, ce qui va changer, c'est à quel seuil de significativité qu'on le rejette. Effectivement, pour le f du facteur A et le f du facteur B, on dépasse aussi le alpha.01, qui a une valeur critique de 8,10. Ainsi, pour l'interprétation du f du facteur A, on dit qu'on rejette H0 au seuil de significativité alpha égale 0.01. De même pour le f du facteur B. En revanche, pour l'interaction, on dit uniquement qu'on le rejette au seuil de significativité alpha.05, tout simplement car il ne dépasse pas le 8,10, même s'il est tout proche. Il ne nous reste plus qu'à vous présenter la conclusion, une conclusion qui peut être, je pense, potable. Du coup, pour les conclusions. Pour la conclusion, par rapport au facteur A, donc le type de calcul mental, déjà, on revient tout simplement à la suite de l'interprétation. Donc on dit qu'il y a un effet significatif. Donc oui, moi j'ai pas mis significatif, j'ai oublié de le mettre, donc mieux c'est précisé. Donc il y a un effet significatif du type de calcul mental sur le temps de réponse. Et après, on peut revenir sur les moyennes pour donner en fait un sens à cet effet. Et donc d'après les moyennes, donc là on peut regarder les moyennes, les MA notamment. Donc on voit que pour l'addition, on est en moyenne à 1,25, alors que pour la multiplication, on est en moyenne à 1,55. Donc d'après les moyennes, le temps de réponse est plus court lorsque le calcul mental effectué est une addition. On passe maintenant à la conclusion pour le facteur B. Donc on dit qu'il y a un effet significatif de l'âge sur le temps de réponse, et d'après les moyennes, mais c'est plutôt logique. On a un temps de réponse moyen à 1,75 lorsqu'on a 8 ans, à 1,05 lorsqu'on a 10 ans. Donc d'après les moyennes, le temps de réponse est plus court lorsque l'enfant a 10 ans. Et maintenant pour l'interaction, c'est un peu là où la conclusion est la plus complexe à poser. Donc déjà, on dit qu'il y a une interaction significative entre le type de calcul mental et l'âge sur le temps de réponse. Et là, on va observer les moyennes pour observer c'est quoi cette interaction. Et donc là, ce qu'on observe ici dans les MA, là on voit qu'il y a un écart très important à 8 ans entre l'addition et la multiplication. En revanche, à 10 ans, cet écart est beaucoup moins important. Donc à 10 ans, que ce soit de l'addition ou de la multiplication, le temps de réponse est presque le même. Donc ce qu'on peut dire par rapport au sens de cette interaction, c'est qu'on peut dire que d'après les moyennes, l'âge permet de réduire l'écart du temps de réponse entre les deux types de calculs mentaux. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile, même si j'avoue que pour le contrôle continu, je pense sincèrement pas qu'ils vont mettre un plan indépendant de ce facteur. Je pense que c'est presque trop facile au sens où il n'y a pas énormément de calculs à faire. Sincèrement, je pense qu'ils vont soit nous mettre un plan croisé à deux facteurs. Donc il y en avait un dans le TD8, ou soit un plan mixte, il y en avait aussi un autre dans le TD8. Sur ce, je vous souhaite de bonnes révisions. Je vous souhaite aussi bon courage pour le 14 novembre. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.